Bonjour à tous et à tous, à tous et à toutes, pardon. Mon nom est Olivier Hamel et aujourd'hui, dans le cadre du Salon du jeu et du jouet de Québec, je vais vous présenter une courte activité sur le jeu de société en classe et tous ses bienfaits. Voilà, donc il me fait un grand plaisir d'être avec vous dans le cadre du Salon du jeu et du jouet de Québec pour vous parler de la place du jeu de société en milieu scolaire. Mon nom est Olivier Hamel, je suis bibliothécaire. D'ailleurs, si vous cherchez à communiquer avec moi suite à cette activité, vous voyez mon adresse apparaître au milieu de l'écran. Il s'agit de olivier.hamel@csmb.qc.ca. CSMB pour Commission scolaire Marguerite Bourgeois ou Centre de services désormais. Et le titre de mon activité aujourd'hui, c'est le jeu Oui, mais que faire avec? Une réflexion sur la place du jeu dans le milieu scolaire. Sans plus tarder, rentrons tout de suite dans le programme de cette journée. Le plan de notre petite rencontre de 30 minutes, je vais essayer de tenir le temps. Je vais vous faire un parcours personnel de bibliothécaire et de gamer. Je vais vous parler un peu de mon histoire. Je vais vous dire pourquoi on devrait introduire le jeu en milieu scolaire, en pédagogie. Je vais vous parler, bien entendu, de mon expérience personnelle et je vais vous donner mes conclusions. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite. La première question qu'on peut se poser, mais qui est ce personnage qui apparaît à l'écran? Eh bien, je suis Olivier Hamel, a.k.a. le Biblio Yugi, a.k.a. le Biblio Boxeur. Ça fait déjà 13 ans que je réalise des activités en classe avec des élèves de la maternelle au secondaire. Et ce, dans tous les horizons. Je travaille aussi en bibliothèque publique, je travaille aussi dans des centres de désintoxication pour adolescents, je suis conférencier. Et d'ailleurs, depuis 2 ans, j'ai l'incroyable privilège d'être aussi un écrivain jeunesse puisque j'ai publié une série qui s'appelle Vignatia Ninja aux éditions Presse Aventure, qui se veut en quelque sorte même un livre-jeu puisqu'on y retrouve un mélange entre le manga, le yoga et les ninjas et les samouraïs. Et le jeune peut lire l'histoire et la reproduire à l'aide de collants pour progresser sur la voie du ninja en effectuant un flow qui se retrouve sur une affiche à l'intérieur même de l'ouvrage. Donc, c'est un album qui est un peu le fruit de toutes mes réflexions autour du jeu de société et de la littérature jeunesse, puisque c'est ce qui me passionne. D'ailleurs, j'ai eu la chance de gagner quelques prix du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport pour certaines de mes activités que j'ai faites, notamment autour du manga avec des jeunes autistes. Je suis d'ailleurs aussi un des rares bibliothécaires qui a eu la chance de faire la une de certains journaux, comme vous pouvez le voir à l'écran, voilà quelques temps déjà. Mais au quotidien, au-delà de ces distinctions, de ces quelques prix et des conférences que je donne, le véritable cœur de mon travail, c'est de me déplacer dans les écoles, comme je disais, pour réaliser toutes sortes d'activités. On me voit ici en maître Pokémon ou encore ici en Spider-Man, alors que j'ai descendu en rappel, la tête à l'envers, le toit d'une école lors d'une fête d'inauguration d'année dans une école. Et à l'occasion, je me déplace aussi dans différents événements comme le Festival de la BD de Montréal, le Festival de BD de Québec, que j'adore d'ailleurs, et au Salon du Livre de Montréal, à titre de conférencier, d'animateur et désormais d'écrivain. Donc vraiment, je suis un passionné et on m'appelle le biblioboxeur et le biblio-yogi parce que de l'autre côté, au-delà de mes passions pour le jeu de société, les mangas, les super-héros et les jeux vidéo, je suis aussi un sportif quand même assez hyperactif, qui pratique régulièrement l'escalade, la natation, la boxe avec un combat amateur que j'ai perdu. Je reste un bibliothécaire, mais quand même, je suis un passionné de sport qui a traversé l'Europe à vélo, qui a voyagé un peu partout. Donc, je suis vraiment un hybride entre le sportif et l'intellectuel. Et on me voit ici sous ma forme d'avatar. Je suis donc le biblioboxeur, alias le biblio Yugi, auteur de Vignatia et bibliothécaire scolaire à Montréal. Mon expérience de gamer, elle, est assez particulière puisque jusqu'à 30 ans, là, une dizaine d'années, je n'étais pas un joueur. Je critiquais quasi ouvertement les gamers. Je ne connaissais rien à cet univers, ou presque. Et ce sont deux collègues bibliothécaires à Montréal, pour les nommer Claude Ayerdi et Thierry Robert, les organisateurs à l'époque du Festival Montréal Joue,
qui m'ont initié au jeu en m'amenant dans une boutique de jeux et même un pub Randolph. Puis je cherchais un peu à rejoindre les jeunes, je voyais qu'il y avait un intérêt. Donc, je me suis initié au jeu et depuis, c'est une profonde histoire d'amour, là. Comme tous les gamers qui nous regardent, je suis tombé vraiment un coup de foudre avec le jeu de société. Je me suis mis à en consommer peut-être abusivement, mes garde-robes débordent de jeux et je joue compulsivement. Fort heureusement, j'ai une conjointe qui aime aussi jouer. Et donc, je joue à tous les types de jeux, que ce soit les jeux de cartes, les jeux coopératifs, les jeux de compétition, les jeux de gestion de ressources, etc. On me voit ici au tout début de ma carrière, lors de en pleine recherche, lors de mes découvertes ici avec l'excellent jeu Dungeon Fighter, ou encore ici devant la collection de jeux de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois du Centre de services, qui s'est encore étoffé depuis, hein. Vous voyez des jeux quand même assez intéressants, Jamaica, Smash Up, Magic Maze, Dungeon Fighter, Monza pour les plus jeunes, Tayo, Spooky Stare. Vraiment, au fil des années, on a développé à la CSMB une solide expertise en matière de jeux de société et on continue année après année de, d'agrandir notre collection. Par exemple, ici, on voit déjà L'Île Interdite, Mae, qui est un magnifique jeu, King Domino, Welcome to the Dungeon, Tsuro. Donc, vraiment, on aime jouer avec des jeux dans ma commission scolaire. On en fait même créer aux élèves. Par exemple, ici, vous voyez le résultat d'un exercice de création de jeux à partir de romans où des jeunes devaient m'inventer des jeux de société après en avoir testé plusieurs tout au long de l'année. Et il y a un élève qui m'a fait l'honneur, l'infime honneur, d'inventer une carte à mon effigie. Monsieur Olivier, qu'on retrouve sur une carte avec ses 19 points de vie, il redonne même 5 points de vie. Et quand même, c'est important. Donc, me voici avec ma casquette des Pokémon. Maintenant, après ces présentations, si vous le souhaitez, je vais un peu vous parler de pédagogie. Parce que lorsqu'on parle de jeux de société en milieu scolaire, il faut quand même avoir quelques arguments, des arguments pédagogiques pour faire valoir leur place. Je vais être bref dans cette présentation puisque je suis avant tout un praticien, je suis je suis un soldat au front sur le terrain, non pas vraiment un intellectuel qui réfléchit constamment à la place du jeu. Mais quand même, j'ai trouvé quelques arguments qui me semblaient valables pour présenter le jeu en milieu scolaire. Alors, pourquoi faut-il jouer en classe? Eh bien, premièrement, comme on peut le voir ici, il y a un fort potentiel d'apprentissage des jeux. On peut réellement, et je vais y revenir dans quelques minutes, énormément apprendre à travers les jeux de société. Les jeux présentent aussi une authenticité d'expérience qui est quasi inégalable. Vraiment, on est plongé à l'intérieur d'univers. On doit collaborer, échanger, compétitionner avec nos amis, ce qui entraîne un engagement total. En milieu scolaire, quand on rentre en classe, c'est littéralement toute la classe qui va se transformer en gamer. Tous les jeunes veulent jouer. Peut-être pas à la maison, peut-être pas la fin de semaine, mais en milieu scolaire, en classe, quelle belle occasion. Bien entendu, vous le savez déjà, mais je le répète, les jeux peuvent renforcer notamment la pensée stratégique, la résolution de problèmes et bien entendu la pensée critique. Il ne faut pas non plus oublier, et ça c'est très important, beaucoup d'enseignants et de pédagogues connaissent cette taxonomie de Bloom, qui est une sorte de fleur du savoir à l'intérieur desquelles on va amener les élèves à devenir des meilleurs citoyens en partant de compétences de base pour en arriver aux compétences les plus, ma foi, épanouies d'un individu. Et étonnamment, lorsqu'on regarde ces compétences les plus épanouies, je donne seulement quelques exemples, on retrouve évaluer, qui est une capacité qu'on va hautement développer en jeu de société. Avoir un esprit de synthèse, un esprit d'analyse, appliquer ces analyses, cette évaluation, cette synthèse. On va renforcer la compréhension et le savoir. Vraiment, là, quand on prend le temps de regarder cette taxonomie, on voit que toute la section grise qui sont les points les plus importants à développer chez un individu, eh bien, on les développe à travers notamment le jeu de société, que ce soit avec l'association, la recherche, l'observation, les enquêtes, les débats, la discussion, l'explication, les listes, le jeu de rôle, la simulation, le dessin, la cartographie, la carte, la ligne du temps, l'illustration, les questionnaires, tout se retrouve à l'intérieur des jeux de société. Et ça, c'est quand même formidable. Donc, vraiment, le jeu nous permet de former ces individus de demain et ça de manière ludique en favorisant un fort taux d'appréciation et d'engagement des jeunes. C'est quand même excellent. N'oublions pas non plus, au final,
que les jeux possèdent des mécanismes riches et complexes, qu'ils représentent une expérience de savoir authentique et pertinente, un engagement total, puisque les jeunes sont déjà familiarisés avec le jeu via les applications sociales, les jeux vidéo auxquels ils jouent à la maison, tous les jeux qu'on retrouve de société dans certaines familles. On y arrive donc à un niveau de réflexion de grande rigueur qui est plus facile à suivre que dans un cadre purement théorique ou académique. Les jeux doivent être donc, selon moi, doivent être ajoutés aux classes et aux bibliothèques et être utilisés en classe comme nouveau type de ressources éducationnelles. C'est vraiment mon avis profond. Alors qu'on voyage, il ne faut pas oublier non plus certains points importants reliés aux compétences informationnelles. Les compétences informationnelles, c'est une branche du savoir qu'on cherche à développer. Nous, les bibliothécaires chez les jeunes, on cherche à amener les jeunes à devenir de meilleurs citoyens capables de rechercher la bonne information. Là encore, les jeux vont nous permettre de travailler à ce niveau. Par exemple, parce qu'ils offrent une opportunité d'engagement actif dans des interactions informationnelles. C'est-à-dire qu'on va avoir une information qui est déposée sur la table ou qui est sommairement cachée ou complètement visible selon le type de jeu. Et là, le jeune va devoir s'engager à analyser, rechercher, placer, additionner des informations. Selon la même logique, la plateforme d'engagement va être réel et fluide, à la différence d'un cours théorique académique où l'enseignant va parler devant les élèves. Je vais prendre une gorgée d'eau si vous me le permettez. Tout cela amène que on peut considérer le jeu comme des ressources d'information et de traitement de l'information, surtout pour ceux qui sont laissés par contre par le système, ceux qui ont plus de difficultés, par exemple, à suivre le cursus régulier, à se concentrer, tous ceux qui ont des problèmes d'attention. Et même avec toutes les clientèles particulières, le jeu se révèle un formidable outil, notamment parce qu'il repose sur le plaisir de jouer, qui est une excellente source de motivation. Il ne faut pas oublier non plus que le jeu a des implications sociales. Il y en a quelques-unes qui sont fortement intéressantes. Je vais quand même m'attarder sur certaines d'entre elles. Notamment la possibilité d'explorer des compétences du monde réel sans graves conséquences. Je m'explique. Avec le jeu, il est possible, notamment pour les plus jeunes, comme les plus vieux, que ce soit des élèves de première année ou de sixième année, de travailler des questions d'éthique, de triche et de savoir. Éthique et savoir parce que qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un jeune connaît déjà un jeu, qu'il le présente à ses amis et qu'il joue? Il va partir avec un avantage. Comment va-t-il évoluer avec cet avantage? Est-ce qu'il va en profiter pour gagner ou si au contraire, il va en profiter pour instruire? Est-ce qu'il va en profiter pour amener les autres joueurs à son niveau? Et bien entendu, la question de la triche, qui est un enjeu quand même important. Oui, il peut y avoir de graves conséquences à tricher lors d'un examen ou d'une dictée, ou etc. Mais quelles sont les conséquences de la triche dans le jeu de société? Certains jeux l'encouragent même. Euh, Tricher en jeu de société, c'est une manière d'apprendre à vivre en société. Des jeunes enfants, par exemple, de maternelle, vont systématiquement y avoir recours. Et là, tranquillement, on va les observer, les analyser, on va les amener à évoluer à travers ça pour que l'expérience de jeu se bonifie. Non pas simplement pour dire ah, tu as triché, c'est pas bien, mais bien, le jeu est moins plaisant parce que tu triches devant tes amis. Et là, on va pouvoir un peu former les jeunes à ces questions avec un peu moins de conséquences que dans le vrai monde. Bien entendu, selon la même ordre d'idée, on va pouvoir développer les capacités d'interaction sociale. Et ça, c'est quand même une valeur qui est très importante en 2022, où les jeunes, surtout après la pandémie, ont été amenés un peu à mettre ça de côté. On va avoir des étudiants mentors qui vont pouvoir apprendre les règles et les montrer aux autres élèves. On va pouvoir créer des partenariats, avoir des entraîneurs, même développer et s'intégrer à une communauté de joueurs mondiale. C'est le cas, par exemple, avec les compétitions Pokémon. Les joueurs qui deviennent en compétition dans des magasins de jeux où c'est officiel vont faire partie d'une communauté mondiale de joueurs Pokémon. Et donc, se faire des amis, travailler leur capacité sociale. Le meilleur exemple que je ne peux pas donner, c'est sans doute l'exemple des jeux coopératifs, puisque dans ces jeux où les élèves, les jeunes et les jeunes à la maison vont
devoir s'échanger de l'information pour réussir à vaincre le mécanisme du jeu. Il y a quelques excellents exemples, surtout en temps de pandémie, justement avec le jeu, je pense, qui s'appelle Contagion ou Pandémie, à travers lequel on a des scientifiques, des militaires, des travailleurs qui vont devoir enrayer la propagation d'une pandémie à l'échelle mondiale. C'est tout à fait d'actualité. Et vraiment, pour réussir à vaincre le jeu, on a chacun des brides d'informations qu'il va falloir échanger avec d'autres joueurs afin d'en arriver à vaincre littéralement cette pandémie, en quelque sorte, tout comme dans le monde réel, en quelque sorte. Donc, c'est un effort collectif qui est basé sur l'observation des stratégies des autres et de leur méthode de réussite. Et ça, c'est franchement bien, puisque sans collaboration et communication, on est voué à l'échec. Lorsqu'un jeune joue mal, dans le sens qu'il fait du non-jeu, qu'il ne veut pas s'impliquer, eh bien, c'est l'ensemble des autres joueurs qui vont en souffrir. Et donc, rapidement, il va être amené à suivre un processus d'émulation qui va permettre de vaincre. Bien entendu, les jeux avec le modèle éducatif là, répondent à tellement d'objectifs que ça m'apparaît comme une évidence, hein, que ce soit des questions de langue, les questions de lecture, les questions d'histoire, les questions de résolution de problèmes, les mathématiques, la géographie, l'économie. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut travailler avec le jeu. Il m'arrive à l'occasion de faire des exposés à partir de la fameuse et seule carte Pokémon. Avec une carte Pokémon en français, on peut faire de la lecture puisque le niveau de français est beaucoup plus élevé qu'on le pense. Je vous mets au défi de comprendre. D'ailleurs, ça nous permet de faire un excellent exercice de résolution de problèmes. On y retrouve en effet des textes à résoudre. On a des informations sur les Pokémon, des informations sur le type d'énergie dont ils ont besoin pour faire des attaques. Ces attaques qui vont être multipliées, divisées par des lancers de pièces. Là, on rentre dans la probabilité. Donc, littéralement, j'en viens presque à dire qu'à un certain niveau, on pourrait travailler avec une carte Pokémon et l'univers des Pokémon uniquement avec des élèves du deuxième cycle, notamment de troisième, quatrième année, puis de deuxième année pour grandement améliorer les compétences des élèves à l'école. Au final, on peut le voir, comme démontré sur cette petite carte, le jeu peut vraiment grandement aider à développer et à façonner le cerveau des jeunes. En effet, il va permettre notamment de développer des capacités de coopération, de langage, de résolution de problèmes, de pensée contrefactuelle, de maîtrise de soi, ce qui est très important puisque plusieurs adultes que je côtoie dans le milieu du jeu ont encore de la difficulté à se maîtriser lorsqu'ils perdent. C'est peut-être même le cas de ma copine qui déteste perdre aux jeux de cartes évolutifs, aux jeux de cartes de combat. Et souvent, elle quitte la table, mais il ne faut pas qu'elle m'entende. Donc, le jeu permet aussi de développer les compétences sociales, de développer notre palette d'expression, notamment à travers le jeu de rôle. Il contribue à réduire l'angoisse, à régler la gestion des conflits. Il développe la pensée mathématique, bien entendu, l'attention à titre d'hyperactif lunatique qui prenait des médicaments jeunes, je suis tellement fier aujourd'hui d'être capable de passer des soirées à lire des livres de jeux et même des guides de jeux de rôle au complet. C'est devenu vraiment quelque chose dont je suis extrêmement fier et ce qui prouve la plasticité du cerveau. C'est quelque chose auquel je n'étais pas du tout habitué voilà quelques années et aujourd'hui, j'en profite grandement. Hein. D'ailleurs, j'ai appris l'anglais via la lecture de l'anglais, via les jeux de rôle. J'ai dû m'en procurer plusieurs en anglais qui étaient non disponibles en français. Ça m'a grandement aidé ça m'a permis en fait à développer ma compréhension de la langue. Voilà. Après avoir regardé un peu mon histoire de gamer, vous avoir présenté brièvement, sommairement, bien entendu, quelques arguments pour faire entrer les jeux dans le milieu scolaire à l'aide de ces petits arguments pédagogiques. J'aimerais vous parler de mon expérience parce que c'est peut-être le plus beau plaidoyer que je ne peux pas faire pour le jeu de société. En effet, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec le jeu en classe. Il m'a aidé notamment à faire des petits miracles avec les groupes qui en avaient le plus besoin. Je parle ici des TDAH, des troubles d'attention, avec les jeunes qui souffrent d'autisme, avec aussi beaucoup les doués. En douance, j'ai fait de grandes choses avec le jeu. Et voici, en quelque sorte, comment j'ai procédé. Alors, si vous êtes un intervenant, ça peut être en bibliothèque, en maison de jeunes, vous pouvez être un créateur de jeux, vous pouvez aussi être un enseignant, etc.
voici quelques trucs qui pourront vous aider basés sur mon expérience personnelle. Alors, premièrement, la première chose que j'ai fait avec le jeu de société, c'est d'aller en classe et d'observer le goût des jeunes. Je me suis posé la question, à quoi aiment jouer les jeunes? Voilà quelques années, et c'est toujours le cas. La première expérience que les jeunes ont eue avec le jeu, souvent, mis à part les grands classiques à la maison comme je les connais moins, mais le fameux Clou, Risque et autres, eh bien, ce sont les jeux de cartes. En effet, dès la première année, la maternelle, on commence à collectionner les jeux de cartes, notamment le fameux jeu de cartes Pokémon. Eh bien, moi, j'ai appris à jouer aux jeux de cartes Pokémon. Je suis devenu un maître dresseur et j'ai découvert un jeu formidable auquel, d'ailleurs, il m'arrive encore de jouer avec des amis adultes. J'ai animé des sessions d'apprentissage de jeu en boutique Randolph pour des parents et j'ai été ravi de voir que, encore plus que les enfants, c'était souvent les pères qui se sont mis à développer des ligues Pokémon pour jouer entre eux, alors que leurs enfants de deuxième année comprenaient à peine le jeu. Néanmoins, c'est la première étape que j'ai faite. À partir de là, je suis allé consulter des spécialistes pour me faire, bien entendu, conseiller. Je ne connaissais pas énormément le milieu du jeu, donc j'ai, oui, consulté des spécialistes bibliothécaires qui étaient passionnés par le jeu, mais aussi des spécialistes en boutique. Mon premier réflexe à Montréal a été de me tourner vers les boutiques Randolph et j'ai rencontré M. Simon Vigneault, qui à l'époque travaillait là, qui est un spécialiste du jeu, et ensemble, on a bâti, en fonction de ma réalité et de mes besoins, des bibliographies de jeux. C'est lui qui m'a conseillé plusieurs jeux. Au début, il m'en conseillait. Certains n'étaient pas tout à fait adaptés du fait, par exemple, du nombre de pièces. À ce titre, on ne veut pas, par exemple, lorsqu'on joue avec des élèves du premier cycle, des élèves de première, deuxième année, nécessairement, avoir les jeux avec le plus de nombre de pièces parce que systématiquement, les jeunes vont les mettre dans leur poche ou encore les manger. J'ai déjà vu ça. Donc, au fil de nos réflexions, on a développé de solides bibliographies. Par la suite, ben, j'ai acheté ces jeux. Moi, j'avais la chance d'avoir un budget. Mes gestionnaires et patrons m'ont fait confiance et ils m'ont permis d'acheter plusieurs jeux. Vous le remarquez, ces jeux, je les ai achetés en multiples exemplaires afin de me permettre plus facilement de montrer ces jeux. D'ailleurs, je vous conseille fortement, si vous avez un petit budget, que ce soit 100, 200, 250 voire 500, d'acheter moins de jeux, mais de multiples exemplaires. Il vaut mieux acheter 4 fois ou 5 fois Jamaïca qu'un jeu de Jamaïca, qu'un jeu de labyrinthe, qu'un jeu de l'âge de pierre. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de montrer un seul jeu à toute une classe que plusieurs jeux à toute une classe. On n'a qu'à l'expliquer une seule fois. Après, les jeunes vont aller s'asseoir et ils pourront lever la main. Et je vous préviens, malgré toutes vos compétences pour expliquer des jeux, si vous expliquez un jeu à des élèves et que vous leur dites retournez vous asseoir si vous avez des questions, levez la main, attendez-vous à avoir minimalement la moitié de la classe qui vont lever la main pour poser des questions. C'est comme ça. Donc, au départ, lorsqu'on monte des jeux, il faut s'attendre à travailler fort. On a chaud parce qu'on doit se promener d'un élève à l'autre ou d'un usager à l'autre pour expliquer des règles. Mais rapidement, on va former des gamers au fil des rencontres qui vont mieux comprendre puisque les mécanismes se répètent à travers les jeux. Et c'est là toute la beauté des jeux de société, puisqu'on les redécouvre à travers les différents jeux et bientôt, on les connaît et on est familiarisé avec cet univers. Par la suite, j'ai cherché à m'associer avec les meilleurs pour développer des projets de création de jeux de société gigantesques. Je pense ici, notamment à titre de bibliothécaire, au concept de partir d'un livre ou d'un manga ou d'une BD pour créer des jeux. Je voulais faire un pont entre le jeu de société et la littérature. J'ai donc demandé à des classes entières de lire des BD, que ce soit les légendaires ou des romans québécois, et à partir de là, de me créer des jeux de société. Tout ça nous a amené à une journée professionnelle des jeunes créateurs au Centre des sciences de Montréal, où des professionnels du jeu et des écrivains sont allés évaluer les jeux qui avaient été créés au sein de ma commission scolaire. Un événement grandiose que j'aimerais bien répéter à l'occasion. On a fait une foire du jeu à notre commission scolaire où des élèves ont encore une fois dû montrer leur création, tout en découvrant des jeux dans une journée consacrée aux jeux dans la salle des commissaires, qui est l'endroit où se réunissent un peu les pontifs, les hautes têtes de notre centre de service. Ça a été un événement grandiose. Qu'est-ce que j'ai fait? On voit ici d'ailleurs les jeunes qui sont en pleine session de jeu. En classe, au quotidien, je me suis servi d'à peu près tous les thèmes que j'exploitais, que ce soit les super-héros, le manga, la science-fiction, la fantasy, pour montrer des jeux. On a plusieurs exemples ici avec Paul, qui est un jeu où on retrouve des super-héros qui me permet de travailler les multiplications et les soustractions, mais ce n'est pas mon but, là. Moi, tout ce que je veux, c'est m'amuser.
On a le jeu qui est ici, justement. On a, à titre d'exemple, ici, un magnifique jeu de cartes des légendaires qui a été créé à partir du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Par des élèves en classe. On a des jeunes avec qui j'ai joué à des jeux de stratégie, des jeux de pensée à de multiples reprises. Bref, même avec les jeux Gallimard, où on a mélangé histoire, album et jeux avec les maternelles. Et on s'est servi de ça aussi pour travailler avec les élèves au comportement plus difficile afin de développer des meilleures relations au sein de la classe. Toute une expérience. J'avoue que c'est une clientèle que j'affectionne tout particulièrement. J'aime montrer des jeux aux tout petits. Donc, voilà. Finalement, depuis, eh bien, je parcours les bibliothèques publiques et les bibliothèques scolaires pour faire différentes compétitions. Je suis aussi présent en bibliothèque et en librairie pour effectuer d'autres sortes d'activités dont je vais vous parler dans quelques secondes. Et je suis à l'occasion consultant pour différents magazines et boutiques de jeux afin de suggérer des jeux qui vont plaire aux plus jeunes. Je termine en vous parlant de deux types de jeux qui ont grandement contribué à changer ma vie, c'est-à-dire les livres-jeux et le jeu de rôle. Le livre-jeu a été une véritable révélation pour moi, en ce sens que je le connaissais déjà comme tous les jeunes lorsque je lisais au primaire, mais adulte, j'ai redécouvert les nouvelles éditions des fameux défis fantastiques, Fighting Fantasy en anglais, avec Loup solitaire, tous les livres qui ont été publiés, qui ont été republiés, et je les fais vivre à des classes entières. Toute la classe devient un héros, et apportant mes dés et mes livres, mes armes, je fais vivre des aventures aux jeunes et par la suite, je lance des concours qui sont réutilisés de manière pédagogique par les enseignants. Dans ces concours, les élèves doivent me créer des personnages, des cartes de donjons, doivent me faire des tests descriptifs, des récits narratifs avec toutes les notions qui doivent être exploitées en classe, mais ils n'y voient que du feu et ils s'amusent. C'est fantastique. Voici quelques exemples de création d'élèves. Un donjon que je pourrais littéralement utiliser pour une de mes sessions de jeu de rôle. Parce que l'ultime étape, encore plus puissante que le jeu coopératif, à mon sens, c'est le jeu de rôle. Avec le jeu de rôle, en 2022-2023, bientôt, on peut tout faire. Le jeu de rôle va nous servir à remettre l'imaginaire au cœur de l'esprit des jeunes. On va les sortir des téléphones, on va les sortir des applications, des jeux vidéo et on va réenchanter le monde en les initiant à cet univers. Ils en sont friands. On a de la chance en ce moment, il y a plusieurs séries qui nous ont permis de remettre ce jeu de l'avant. Donc, moi, j'ai vraiment plongé là-dedans. Ça a été l'ultime découverte. J'ai fait toutes sortes de recherches avec Donjons et Dragons, mais pas que. J'ai notamment découvert Défis fantastiques en français qui sont publiés aux éditions du Scriptarium, qui m'ont permis de prolonger l'expérience du jeu de rôle en développant le jeu de société. J'ai grandement travaillé aussi avec des jeux en français, puisque c'est quand même une réalité avec laquelle je dois composer dans mes écoles. Chronique oubliée, avec lequel je fais encore des campagnes en douance. Bref, vraiment, c'est quelque chose qui doit absolument être exploité en classe. Souvent, on est un peu rébarbatif, on a l'impression que c'est complexe, mais ce n'est pas si complexe que ça. Au final, les règles ne sont qu'un prétexte, hein. Il suffit d'avoir un écran de maître de jeu, de brasser quelques dés et de faire vivre des aventures aux jeunes et moins jeunes. Et c'est vraiment, mais vraiment formidable. J'ai travaillé fort au début de ma carrière, mais j'ai vraiment réussi à l'intégrer dans les classes. Plusieurs élèves forment un groupe d'élèves vont former des différents personnages et je les amène à l'aventure. Et avec ça, il n'y a pas de limite. Vraiment, c'est un must, notamment en douance, que ce soit au primaire ou au secondaire. J'ai vécu probablement les plus beaux moments de ma carrière avec le jeu de rôle. D'ailleurs, c'est ce que je fais régulièrement. Je suis littéralement payé pour faire du jeu de rôle avec les élèves en classe. Il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire. On peut créer des personnages, les décrire, leur inventer une histoire, un passé, un futur. On peut faire des mathématiques, on peut créer des cartes, faire de la géographie. Je pense qu'on peut tout faire littéralement avec le jeu de rôle. D'ailleurs, j'ai certains enseignants qui aimeraient réellement que je passe ma vie avec elles. Chaque semaine, on pourrait travailler à partir du jeu de rôle, délaisser les ouvrages pédagogiques classiques pour partir à l'aventure et ainsi former les citoyens de demain à travers le jeu de rôle. C'est l'ultime outil. Au final, quelles sont mes conclusions? Eh bien,
Le jeu doit rester un jeu. J'entends par là qu'il ne faut pas chercher à trouver des jeux pédagogiques, mais bien à trouver la pédagogie qui se trouve à l'intérieur des jeux ludiques. Je ne ferai jamais jouer des élèves à calculons pour s'amuser. Non, je vais jouer à Maé et je vais leur faire travailler des multiplications sans même qu'ils s'en rendent compte. Le jeu en complément de l'enseignement, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'enseignement classique, certes, mais tout juste à côté le jeu. Les deux doivent s'intermélanger, mais sans jamais qu'on perde le côté ludique. Le côté ludique doit, à mon sens, rester primordial. Le but ultime, oui, le jeu coopératif. J'ajouterais aujourd'hui, avec mon expérience, le jeu de rôle qui va nous permettre, je n'ai même pas dit, mais de travailler le théâtre aussi, le role-playing, il n'y a pas de limite, l'improvisation, etc. Et bien entendu, ces outils, en 2022, sont à privilégier face aux technologies. En école, en bibliothèque, on n'a pas besoin d'écran, on n'a pas besoin de tableaux géants et de télévision géants. On a besoin de jeux de société, on a besoin de contacts, on a besoin d'échanger ensemble. Et comme on le sait très bien, on peut découvrir bien plus sur nos amis à travers une session de jeux de société qu'à travers une longue discussion d'une soirée. Moi, j'ai vraiment découvert plusieurs choses que je ne connaissais pas sur mes meilleurs amis grâce aux jeux de société. Et donc, je le conseille activement à tous et à toutes. Chers festivaliers, chers intervenants du Salon du jeu et du jouet, j'espère que ma petite activité vous a plu. Je vous rappelle que je suis Olivier Hamel, bibliothécaire scolaire et créateur jeunesse pour l'instant de la série Vignaccia Ninja, mais ce n'est qu'un début. Ce fut un plaisir que de faire cette courte présentation pour vous. J'espère qu'elle vous convaincra, comme moi, je l'ai été, de jouer en classe. Et c'est un plaisir. Je vous invite à me contacter olivier.hamel@csmb.qc.ca et je vous souhaite un magnifique festival. Au revoir.